Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, une université du Parti socialiste sans phare à Brest ce samedi. Partager son bateau, c'est possible, mais les services de l'État commencent à surveiller cette pratique. Et puis un anniversaire, le parc de Branferré dans le Morbihan a 50 ans. Comme chaque jour, retour sur l'actualité avec l'un de nos journalistes, Laurent Villebout, bonjour. Bonjour Julie. Alors l'actualité sportive a encore été intense ce week-end. Oui, direction Concarneau pour parler football, on sera à Vannes pour parler rugby et puis basket à Quimper. Eh bien on voit cela dans un instant, Laurent. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 26 septembre 2016. La gestion des aéroports de Brest et Quimper est confiée à la CCI métropolitaine de Brest avec un consortium de grandes entreprises bretonnes. La CCI gérait déjà l'aéroport de Brest. En revanche, à Quimper, c'est Vinci qui était aux commandes. Le nouveau gestionnaire choisi par la région Bretagne s'est engagé à maintenir la ligne Quimper-Paris et à faire passer d'1 million à 1,5 million passagers le nombre de voyageurs à Brest. On écoute Franck Bellion, le président de la CCI de Brest. L'aérogare que nous avons inauguré en 2007 a une capacité d'1,5 million de passagers. Donc si on l'a créé de cette capacité, c'est bien pour atteindre cet objectif un jour. Et c'est pour ça que si ça avait été fait à l'époque, il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteigne pas. Maintenant, c'est dans la durée. Pour Quimper également, c'est un aéroport qui était sensiblement au-dessus des 100 000 passagers il y a quelques années, qui est descendu en dessous. Donc l'objectif, c'est de repasser la barre des 100 000 pour là aussi desservir le territoire de Cornouailles de la meilleure façon possible. Politique à présent, ce samedi se déroulait à Brest l'université de l'engagement du Parti socialiste. Les ministres Myriam El Khomri et Jean-Jacques Urvoas étaient présents. Dans la matinée, les forces de l'ordre ont tenu à l'écart des militants d'extrême gauche et des syndicalistes Force ouvrière. Les primaires du parti étaient parmi les sujets de discussion des élus et militants bretons. Le reportage d'Anaïs Plateau. Ils étaient environ 250 militants alors qu'on en attendait près de 600. Au lieu d'une université d'été unique, le Parti socialiste sillonne la France. Il était à Brest ce samedi. La plupart des militants se sont dit prêts à combattre pour leur candidat jusqu'à la présidentielle. C'est prêt à combattre, c'est prêt à aller de l'avant. On avait besoin de se réunir pour se donner l'énergie en fait, militante de combattre. Certains hors micro ont pourtant affirmé que cet esprit combatif que de façade. Les militants quittent le parti. Depuis 5 ans, ils sont passés de 2000 à 1000 dans le Finistère. Les différents intervenants se sont attachés à décrypter le programme des candidats les Républicains, mais l'heure tourne et le PS n'a pas su donner de programme précis pour la présidentielle. Le calendrier est connu. Nous avons notre primaire qui se déroulera les 22 et 29 janvier prochains. Donc c'est un processus important pour une formation politique comme le Parti socialiste, parce qu'il est au pouvoir, qu'il prétend à l'être encore en 2017. La continuité, c'est ce qui est mis en avant par la majorité des élus bretons qui attendent la candidature de François Hollande pour les futures primaires. Dans le Finistère et le Morbihan, tout se déroulera comme pour les primaires de 2011. Il y aura des bureaux dans l'ensemble des chefs-lieux de canton du département. Et donc l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire et de permettre aux citoyens qui ont un engagement à gauche de pouvoir s'exprimer dans le cadre de cette primaire. À la fin de ces primaires, le candidat désigné n'aura que 2 mois et demi pour élaborer son programme. Près de 8000 bureaux de vote sont déjà connus en France. Le partage de bateaux ou co-navigation est une pratique qui se développe dans les ports bretons. Alors si certains plaisanciers aiment faire découvrir la mer, d'autres en revanche en ont fait un véritable business, ce qui pourrait nuire à l'économie de la plaisance. Camille Pochet et Anaïs Plateau. Depuis un an, Thierry emmène des marins d'un jour de Bénodet aux îles des Glénans. Pour trouver des passagers, il s'est inscrit sur un site de co-navigation. Il peut aussi, s'il veut, proposer son bateau en location. C'est pas vraiment pour faire de l'argent, tout passe dans le bateau. Je travaille qu'à mi-temps, ça me permet quand même de garder un bateau et de faire surtout voyager beaucoup de gens. Et ça c'est très sympa, et beaucoup de rencontres. Si comme Thierry, certains propriétaires utilisent les sites de co-navigation dans une idée de partage, d'autres en font un business. Depuis cet été, l'État les a dans le viseur. Lorsqu'on est dans la bourse aux équipiers, on est sur des tarifs somme toute très accessibles. On a une suspicion de travail dissimulé ou de prestations commerciales lorsqu'on est sur des tarifs beaucoup plus élevés.
Lorsque vous commencez à avoir une prestation de 500-600 €, on n'est plus du tout sur le même registre. Et puis évidemment, il y a tout ce qui va relever d'une publicité active avec quasiment une grille de tarification. Les loueurs mettent en cause la multiplication des plateformes de conavigation en ligne. Depuis 3 ans, ils voient leur chiffre d'affaires baisser. Sur des bateaux de type 9 mètres, 10 mètres, à vocation plutôt familiale, cela a un impact clair, on va dire, d'environ 10-15% sur les périodes de printemps et été notamment. Un seul contrôle a pour l'instant été effectué dans les eaux finistériennes. Dès cet hiver, les pratiques de conavigation seront surveillées de très près par les affaires maritimes. Le parc de Branferré dans le Morbihan a 50 ans. Pour cet anniversaire, Nicolas Hulot était présent. Il a lancé un programme de conservation de plusieurs espèces menacées dans le monde. Karine Chevrolier était sur place. Rajako, un mot malgache qui veut dire singe, c'est le nom du programme de sauvegarde mené conjointement par la Fondation de France, la Fondation Nicolas Hulot et le parc de Branferré. L'objectif, aider 3 associations en Afrique et en Asie impliquées dans la protection d'espèces menacées. Dans le monde comme en France, les acteurs véritables pour la protection et la préservation de la biodiversité sont les associations. Le programme Rajako, c'est 3 projets qui existe déjà depuis longtemps, mais avec des moyens parfois limités. Un projet sur la protection des gibbons et de leur territoire en Indonésie. Un projet de conservation sur les lémuriens à Madagascar. Et un projet de protection, mais également d'études scientifiques sur l'automédication des chimpanzés en Ouganda. Sur 3 ans, et grâce au programme, chacune de ces associations va percevoir 60 000 €. L'enjeu, préserver la biodiversité dans les territoires d'origine, une démarche complémentaire à celle menée par le parc en Bretagne. Paul et Hélène Jourde ont légué donc Branferré à la Fondation de France et avec la volonté de l'ancrer définitivement dans une œuvre d'intérêt général. C'est un lieu dans lequel on vit une expérience, où on vient rencontrer des animaux dans une nature qui est respectée. L'objectif, c'est vraiment d'inviter les gens à s'interroger sur le lien qu'ils ont avec la nature. Le parc de Branferré compte 150 espèces animales, 25 d'entre elles sont aujourd'hui menacées. Ce lundi, l'Armada de l'Espoir a quitté Brest direction Lorient. Pour cette 7e édition, 90 jeunes ont embarqué sur 10 voiliers pendant 4 jours. Les élèves du centre d'instruction de la Marine nationale, des apprentis ou encore des jeunes de l'école de la seconde chance sont dans l'équipage. Le commandant du CIN revient sur cette expérience. On l'écoute. Pour nos marins, c'est un bénéfice clair, hein, c'est des jours de mer. Ce qu'on sait, c'est que quand ils arrivent dans leur port de destination, en général, ils sont contents. Ils ont vécu une expérience qui est forte. 4 jours en mer pour un jeune autour de 18 ans, c'est une expérience qui est forte. Donc voilà, ils sont heureux d'arriver. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, et c'est le cas d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est un souvenir qu'ils emportent avec eux pour très longtemps. Et on ouvre à présent une page sport. On retrouve le journaliste Laurent Villebout. Et Laurent, on démarre avec Concarneau, l'épatant promu. Épatant promu, épatant leader en bleu sur ces images lors de la 8e journée du championnat de national face à Béziers pour un nouveau succès, le 6e de la saison en 8 journées, je vous le disais. Et ses buts inscrits par Ilien et Damessi. 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est le parcours donc de l'épatant promu leader de national qu'est Concarneau avant un déplacement à Boulogne pour le compte de la 9e journée. Alors il y avait du basket aussi. L'UJAP Quimper remporte le premier derby face au CEP Lorient Basketball. Oui, c'était dans la salle Gouagen. Sur ces images, vous allez reconnaître les bleus de Lorient face aux blancs de l'UJAP. Score final 79-69. Oui, mais ça faisait déjà 41-29 à la mi-temps. Autant dire que l'UJAP a bien mené son affaire face au promu lorientais. On sait que l'UJAP est dans cette division de National 1 depuis un peu plus longtemps que Lorient. Les joueurs de Laurent Foirest vont se déplacer au centre fédéral pour la prochaine journée, tandis que Lorient accueillera Chaland dans sa salle vendredi soir. Alors après le basket, du rugby et un bilan intéressant pour le RC Vannes, vainqueur de Perpignan pour la 5e journée. Oui, avec ces images de la Rabine, images empruntées à nos confrères de France 3. Excusez un peu l'image dégradée. En bleu les Vanntais, sur cet essai de Burgot, ils vont aller arracher la victoire. Elle sera complétée par quelques coups de pied de l'ouvreur Mouéké. 19-16, score final donc
pour cette victoire des Vantais face à Perpignan. Cette 5e journée de Pro D2 pour les Morbihanais, 6e au classement. Après 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'est un très très beau début pour le promu. Et de la voile pour finir avec un gros succès pour le 16e Atlantique Telegram et le 6e défi Azimut. Oui, on embarque pour prendre les embruns. Il faisait un superbe week-end pour sortir le SPI. Ça a été le cas sur cette 16e édition de l'Atlantique le Telegram. 130 à 140 équipages s'étaient donné rendez-vous sur Osiris, IRC ou encore J80. Vous avez les classements complets dans l'édition de ce lundi du Telegram, cela va sans dire. Et puis c'était le 6e défi Azimut avec un gros plateau d'IMOCA à 60 pieds, ceux-là même qui vont prendre le départ du 8e Vendée Globe le 6 novembre prochain. Tout cela était donc au large de Lorient. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications sportives et on vous retrouve ce lundi soir dans le Multisport à 22h15. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.